De ce qu'il va développer tout de suite, qui est la question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public, aux éditions Raison d'Agir, qui est la sortie en 2015. Et également, voilà, parmi des articles récents, à propos de la dépossession écologique des classes populaires, dans la revue Savoir Agir de 2015, qui doit être également présente, je pense. J'espère. Bon, en tout cas, sinon, vous lui demanderez comment l'obtenir. Voilà, je lui laisse la parole pour une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis après, on discute ensemble de sa conférence, et je te donne surtout le micro. Merci beaucoup, Vincent Tardieu, pour cette introduction. Merci à vous toutes et tous d'être présents, de venir échanger avec moi et puis Vincent sur ces questions-là. Merci aussi beaucoup à toute l'équipe du Vigan, Clémence Boisson, Christiane Ducroux, Joël qui m'est venu me chercher à la gare de Montpellier. Merci pour l'organisation de ces moments d'échange aussi importants qui font du bien. Merci de m'avoir invité pour parler donc de mon travail, qui est un travail de sociologue, un travail universitaire, mais je vais m'efforcer de ne pas parler comme un universitaire. Mais n'hésitez pas à me reprendre si ma déformation professionnelle me revient trop. Hein, chasser le naturel, il revient au galop. Donc voilà, je vais essayer du coup de ne pas trop m'appuyer sur mes notes, d'avoir du coup un langage moins pompeux. Mais du coup, ça implique aussi parfois un peu des raccourcis ou des propos peut-être des fois un peu schématiques. Donc vous pouvez aussi me reprendre si vous trouvez que c'est un peu trop schématique ou caricatural, pour me forcer à nuancer ou à préciser. Mais du coup, quand on le fait, ça alourdit le propos, etc. Bon. Ça, c'était pour les précautions oratoires. Donc, je vais, dans la demi-heure, 3/4 d'heure, la présenter un petit peu et vous proposer en fait des thématiques de discussion, aborder un petit peu, présenter comment j'ai travaillé, essayer de vous montrer comment j'ai travaillé, quelles sont les questions que je me suis posées, et puis les principaux résultats auxquels je suis parvenu, résultats toujours provisoires hein, dans une démarche scientifique. J'insisterai peut-être un tout petit peu sur la critique des médias, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, et à la fois je suis un sociologue critique des médias, et en même temps je suis aussi un sociologue critique de la critique des médias par moment. Donc voilà, on pourra discuter de certains points à ce sujet. Mais effectivement, moi j'ai commencé à travailler sur ces questions-là en fait en 2004, où j'ai voulu essayer de comprendre comment une question d'environnement devenait ou pas importante dans le débat public. Débat public conventionnel, dans ce que j'appelle les espaces conventionnels du débat public, que je distingue des espaces non conventionnels, c'est-à-dire espaces alternatifs, c'est-à-dire médias alternatifs par exemple, c'est-à-dire Reporter, H2FR, Silence, La Décroissance, etc. Donc, essayer de comprendre comment cette question climatique, les enjeux liés au changement climatique sont devenus un enjeu finalement assez important du débat public, en tout cas un enjeu qui est aujourd'hui, en tout cas depuis les années 2007, 2008, 2009, un enjeu inscrit en toile de fond du débat public conventionnel. Donc mon travail porte essentiellement sur une période qui va du milieu des années 90 à la fin des années 2010. Donc ce que je vais dire pourra aussi, il y a des choses qui ont évolué depuis, on pourra peut-être y revenir, on pourra éventuellement, si vous voulez, aussi parler de la COP 21, de la COP 22. Mais ça, je le garde, c'est une proposition, on verra si ça vous intéresse d'y revenir. Donc, les questions que je me pose au départ, il y en a 3. C'est comment la question climatique devient une question importante dans le débat public. Une fois qu'elle est devenue une question importante dans le débat public, comment on en parle, ce qui implique de regarder aussi comment on n'en parle pas, ou ce dont on ne parle pas. Et la troisième question, c'est, je me suis intéressé de façon un peu plus exploratoire, mais je continue à travailler là-dessus, à la façon dont les individus, en fonction de leur classe sociale, de leur trajectoire et position sociale, se construisent un point de vue sur ces enjeux-là, pour voir si réellement ce qu'on raconte dans les médias est quelque chose qui impacte la façon dont ils se construisent un point de vue, et un constat, mais qui est
sans trop de surprise quand on est familier des sciences sociales, c'est que les médias finalement influencent assez peu la façon dont les personnes se construisent un point de vue sur les questions climatiques notamment. Et donc là, il y a une première d'ailleurs critique de la critique des médias. Souvent, on a tendance à imputer beaucoup d'effets aux médias, à dire que les médias font l'opinion, les médias font l'élection, les médias font l'obésité, les médias font l'insécurité, les médias font la paresse, etc., etc. Il y a un chercheur américain qui a dénombré plus de 1000 effets imputés aux médias. Bon. J'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'en fait, il faut raisonner autrement qu'en termes d'effet des médias, sinon on rate l'essentiel et on pose une mauvaise question. Ce qui revient d'ailleurs avec une des dernières prises de parole de monsieur tout à l'heure qui parlait d'avoir une analyse structurelle de la communication. Effectivement, quand on a une analyse structurelle de la communication, en fait, on s'aperçoit que la question de l'effet des médias, c'est une question politique, posée par et pour les politiques, mais ce n'est pas vraiment une question scientifique, sociologique, qu'il faut essayer de raisonner autrement, et que du coup, on s'aperçoit que le problème, il n'est pas souvent tant du côté des médias que du côté des conditions de vie des personnes qui, elles, agissent beaucoup sur la façon dont les personnes se forment des points de vue, des opinions, des convictions, des jugements, etc. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra, ça me paraît important. Mais donc du coup, voilà, troisième partie de mon travail, comment les personnes se fabriquent un point de vue, et notamment comment ils s'approprient le discours des médias sur le climat. S'approprier, ça veut dire faire sien. C'est rendre propre, faire sien, c'est donc pas seulement avaler comme ça passivement ce qu'on raconte dans les médias et le prendre pour argent comptant. Non. On écoute, on entend des choses dans les médias et puis on en discute, on réagit par rapport à ça. Des fois on est d'accord, des fois pas d'accord. Essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des fois on est d'accord ou pas d'accord implique de travailler sur les mécanismes sociaux, les logiques sociales qui sont au principe de la façon dont les gens se construisent un point de vue. Et du coup, alors, première question, pourquoi ou quand le climat devient une question médiatique, politique importante? À votre avis, est-ce que quelqu'un a une idée? À partir de quand le climat est devenu ce qu'on appelle un problème public, c'est-à-dire un problème régulièrement et durablement traité dans le débat public? Est-ce que vous avez une petite idée peut-être? Exactement, quand il y a eu la canicule. 2003, 2004, c'est effectivement la période où on voit un traitement plus régulier de la question climatique dans les médias. Sauf que ce n'est pas la canicule qui explique ça. En même temps, on ne peut pas dire que la canicule n'explique pas ça. Bon. La canicule, c'est un événement qui a, en fait, c'est un petit peu comme l'étincelle qui tombe sur un tas de feuilles. Si les feuilles sont sèches, si le terrain est propice, si le climat est favorable, le climat médiatique, social, politique est favorable, eh bien, donc si les feuilles sont sèches, l'étincelle va créer une flambée. Et effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il y a eu la canicule, il y avait eu tout un tas de transformations dans différents univers, l'univers administratif, bureaucratique, l'univers des scientifiques, des climatologues, l'univers journalistique aussi, des transformations qui s'étaient mises en place depuis le milieu des années 90 et qui ont créé du coup ce climat médiatique, social, politique favorable à ce qu'au moment où la canicule arrive, eh bien, ça active un traitement régulier de la question climatique, mais ce n'est pas la canicule en tant que telle. Si ces conditions n'avaient pas été réunies, on aurait peut-être parlé quelques semaines ou quelques mois du climat, puis après ça aurait fait pchit, voilà, on n'aurait plus parlé. Donc, du coup, vous comprenez qu'il m'a fallu mettre au jour, comprendre ces différentes transformations, donc enquêter sociologiquement dans ces différents univers, principalement l'univers journalistique, sur lequel je vais du coup m'appesantir ce soir, mais aussi sur l'univers bureaucratique administratif, ça veut dire ministère de l'Environnement, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui est un peu le bras armé du ministère de l'Environnement sur ces questions climatiques, l'univers des climatologues, des choses qui se sont passées aussi au niveau de cet espace social des climatologues, et puis l'univers aussi des associations environnementales, de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement climatique ou écologiste. Et comprendre que ces différentes modifications, ces différentes évolutions au sein de ces 4 univers-là en particulier, se sont produites donc tournant du XXIe siècle, enfin, fin des années 90, début des années 2000, et ont un peu convergé, se sont rencontrés pour créer les conditions
favorables au fait qu'il y a un traitement plus régulier, au moins jusqu'en 2010, de la question climatique. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas comprendre l'information ou la médiatisation des enjeux climatiques sans comprendre ce qu'il se passe dans les univers connexes à l'univers des médias. Puisque, ce que l'on sait, quand on s'intéresse un peu à la sociologie du journalisme, au travail des journalistes, c'est que les journalistes ne fabriquent pas l'information, ils ne font que la co-construire avec leurs sources, avec les sources d'information. Et donc, pour comprendre comment l'information est produite, il faut effectivement comprendre ce qui se passe à l'intérieur des rédactions, à l'intérieur du champ journalistique, mais il faut aussi comprendre ce qui se joue entre des groupes sociaux professionnels qui vont se mobiliser pour porter des définitions de ce qui pose problème, de ce qui est en jeu sur cette affaire climatique. Donc les journalistes co-construisent et du coup il faut essayer de regarder voilà, ces interdépendances entre les journalistes et leurs sources et la concurrence entre différentes sources d'informations qui ne sont pas toujours d'accord sur la bonne façon de cadrer, de définir ce qui fait problème sur la question climatique. Donc il faut regarder un peu tout, on parlait tout à l'heure d'écosystème autour des journalistes, il faut effectivement regarder tout ça, parce que voilà, c'est vraiment l'information est un produit collectif, un produit collectivement élaboré. Alors, ce qui s'est passé sur la question climatique, c'est que les principaux acteurs qui se sont mobilisés, qui ont entrepris de valoriser médiatiquement ces enjeux climatiques, ils avaient en commun d'occuper des positions relativement dominées dans leurs univers respectifs. Les journalistes environnement étaient particulièrement, au cours des années 90, plutôt regardés comme des journalistes militants, pas très sérieux. Le ministère de l'Environnement est toujours, et était particulièrement à ce moment-là, un ministère qui avait peu de moyens et peu d'influence sur les autres ministères, peu de moyens humains, matériels. Les climatologues peinaient aussi à obtenir suffisamment de ressources pour mener des recherches pouvant être suffisamment robustes pour s'imposer au niveau international. Et les associations environnementales qui se penchaient sur la question climatique avaient également peu de moyens, et tous leurs moyens étaient d'ailleurs investis plutôt dans la préparation des positions de la France dans les négociations diplomatiques. Donc, ces différents acteurs vont, au bout d'un moment, au début des années 2000, à la faveur des transformations que j'ai étudiées, que je décris dans le livre, peu à peu parvenir à imposer au sein des rédactions des médias généralistes la question climatique comme une question importante. Une des conditions de ce travail, ça a été de dépolitiser la question climatique, c'est-à-dire de la présenter comme une affaire qui n'était pas une affaire politique, au sens où c'était pas une affaire qui soulevait des questions en termes de modèle de société, en termes d'organisation de la vie de la cité. Ils ont proposé une autre définition, qui a été une définition individualisante, c'est-à-dire qu'on a fait du climat une affaire de morale individuelle. Et donc c'est ça que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire comment cette question climatique qui frontalement est susceptible de remettre en cause les logiques sociales dominantes, l'ordre social dominant, et notamment le capitalisme perçu non pas seulement comme un système économique, mais comme aussi un système social qui s'appuie sur un ensemble de valeurs légitimes, dominantes, comme l'hypermobilité, la vitesse, la rapidité, le consumérisme, le matérialisme, etc., etc. Comment, alors que la question climatique est un problème social, est un problème politique, elle a été présentée comme un problème n'étant pas politique, mais un problème individuel, c'est-à-dire un problème qui concerne et qui doit se résoudre dans la sphère domestique des comportements individuels et non pas dans la sphère publique des discussions collectives.
Alors, pour comprendre ça, pour comprendre comment ce cadrage dépolitisant s'est imposé massivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas par moments et parfois des visions un peu plus politiques de la chose, mais le cadrage, le discours qu'on rencontrait le plus régulièrement, qui était le plus fréquent, était motivé par cette idée d'en faire une morale individuelle. Alors, bon, là où ça se joue principalement, c'est au niveau donc, du champ journalistique et au niveau de l'État. Bon. Au niveau du champ journalistique, ce qui se joue, c'est que à la fin des années 90, dans les rédactions généralistes, moi j'ai essentiellement travaillé, j'y reviendrai peut-être aussi, sur les journaux télévisés de TF1 et France 2, et puis j'ai aussi par la suite un peu plus également travaillé sur Le Monde et l'Express. Et puis j'ai regardé un peu ce qui se faisait quand même ailleurs. Mais alors si j'ai travaillé sur les JT du soir de TF1 et France 2, c'est aussi parce que, qu'on le veuille ou non, ça reste 10 millions de téléspectateurs au moins tous les soirs. Et que comme je voulais aussi travailler sur la façon dont les personnes se construisent un point de vue, il fallait que je puisse identifier, repérer quels étaient les discours les plus accessibles et ceux qui circulaient le mieux. Bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les médias, dans les rédactions des médias nationaux généralistes, à la fin des années 90, l'environnement est perçu comme un sujet qui tout d'un coup intéresserait qui en tout cas intéresserait de plus en plus les téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, et du coup se développent à ce moment-là des pages dédiées à l'environnement, les pages Terre, les pages Planète, etc., dans les médias ou dans les rédactions se développent des services spécialisés environnement, où des journalistes vont être spécialisés environnement, mais ils vont être un peu plus nombreux. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un peu ce que j'ai appelé les spécialistes historiques, Hervé Kempf, Nathalie Fontrelle et plein d'autres. Et puis c'est José Blanc-Lapierre, par exemple, à France 2. Et puis ces journalistes ont vu venir sur la thématique environnement d'autres journalistes, parce que comme il y avait davantage d'informations environnementales produites, il fallait davantage de main-d'œuvre et donc davantage de journalistes qui s'intéressent à ces questions-là. Sauf que les spécialistes historiques de l'environnement, ils avaient choisi de traiter l'environnement parce que pour eux, ils avaient la conviction politique que c'était un sujet majeur, un sujet important, le sujet du XXIe siècle, et donc ils avaient un rapport un peu engagé à cette question environnementale. Là où les journalistes qui arrivent sur cette rubrique fin des années 90, début des années 2000, eux, ils arrivent sur la thématique environnementale comme ils auraient pu arriver sur la thématique éducation, société, santé, etc. Voilà, un peu l'occasion faisons le larron, et puis ils se disent je vais faire quelques années l'environnement, puis après je ferai je me spécialiserai sur une autre thématique. Du coup, ils ont un rapport très différent à la problématique environnementale. Ils ont aussi, pour la plupart, des trajectoires sociales et de formation différentes. C'est-à-dire, la plupart, beaucoup plus, sont passés par des écoles de journalisme. Et les écoles de journalisme, c'est très important de voir qu'elles se développent à cette même période, fin des années 90, début des années 2000. Et c'est des lieux de production du conformisme, les écoles de journalisme, en fait. C'est des lieux où on codifie très fortement la pratique journalistique, ce que c'est, et où on enseigne ce que c'est que le bon reportage, le bon article, la bonne source d'information. Du coup, tous les journalistes étant passés par toutes les écoles de journalisme, les écoles de journalisme se différenciant assez peu, c'est un univers aussi très homogène, à la fois idéologiquement et socialement. Bon, mais ces journalistes, ils arrivent et puis ils appliquent en bon élève ce qu'on leur a dit de faire. Et du coup, eh bien, ils vont privilégier des sources d'informations comme certains experts ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et ils vont être beaucoup plus frileux à l'égard de sources comme les associations environnementales, sont perçues comme des sources militantes, idéologiques, etc. Et du coup, ils vont produire un traitement médiatique du climat qui finalement va corroborer petit à petit le discours de l'État et des experts d'État. Or, j'en viens maintenant à ce qui se joue au niveau de l'État. L'État s'empare de la question climatique à la même période avec la première politique publique explicitement dédiée aux enjeux climatiques, qui est le plan climat 2004, mis en place notamment par Serge Lepelletier, qui est ministre de l'Environnement à ce moment-là. Et ce plan climat, en fait, va développer tout un arsenal de politiques publiques
qui ne sont pas nouvelles d'ailleurs en matière environnementale, mais qui se trouvent à ce moment-là très valorisées dans la haute administration publique, parce que à ce moment-là, la haute administration publique accélère sa transformation managériale, c'est-à-dire les logiques de gouvernement par projet. Bon, c'est par exemple la réforme générale des politiques publiques, tout ce qu'on entend sous modernisation de l'État. Bon, en fait, modernisation de l'État, c'est impliquer les recettes valables dans les grandes entreprises multinationales à l'État, pour le dire très vite. Mais en tout cas, il y a une transformation très forte à ce moment-là qui s'accélère avec un certain nombre de lois, des manières de produire des politiques publiques, des manières de gouverner, finalement. Et donc, les politiques publiques mises en avant par le plan climat en 2004, donc anciennes en matière environnementale, se trouvent finalement revalorisées du fait de cette transformation managériale du champ bureaucratique. D'une part parce qu'elles sont rapides à mettre en œuvre, d'autre part parce qu'elles coûtent pas cher, ces politiques publiques, et ensuite parce qu'elles évitent de remettre en cause des structures sociales comme le temps de travail, les modes d'aménagement du territoire, les modes d'habitat, etc., etc. Ces politiques publiques donc, mises en place, c'est des politiques publiques dites incitatives. Vous les connaissez tous hein, et toutes, c'est le prêt à taux zéro, le crédit d'impôt, le bonus-malus, l'étiquetage, ce qu'on appelle le labeling, donc l'étiquetage des produits électroménagers, la ABCD, vous voyez très bien, je pense, à quoi je fais référence. Bon. Ces politiques publiques, qui sont toujours d'ailleurs ressassées, recyclées hein, depuis très longtemps, sont le cœur, ça ne résume pas tout, mais c'est le cœur de ce plan climat. Elles sont justifiées, ces politiques publiques, par un chiffre qui va être pris sans le coup faire rire, qui va jamais être discuté. Ce chiffre dit que les Français sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors je vous passe comment s'est construit ce chiffre, hein, c'est le résultat d'une équation parfaitement magique, je raconte ça dans le livre, mais il y a ce chiffre qui circule partout dans les rapports, les dossiers de presse, il y a des reportages du JT de France 2 qui s'appuient sur ce chiffre. On le voit partout, les Français sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour résoudre la moitié du problème, on va faire en sorte que les Français se comportent autrement. On va développer, toute cette rhétorique des petits gestes, tout ce discours sur l'éco-citoyenneté, cette morale éco-citoyenne qui va devenir un marché d'ailleurs, un business à part entière. On voit des agences d'information et de communication se spécialiser sur la fabrication de messages éco-citoyens. On a eu toute une flopée. Et en fait, tout ça est au départ largement encouragé, financé par l'État, parce qu'il y a l'idée que pour que ces mesures incitatives soient efficaces, il faut que les gouvernés, les électeurs, les citoyens, soient bien informés. Donc, en gros, ces politiques publiques incitatives sont solidaires et ne peuvent être efficaces que si elles s'accompagnent d'un effort massif de sensibilisation. Il faut sensibiliser le plus grand nombre, de manière à ce que chacun, au quotidien, dans sa salle de bain, dans sa cuisine, en faisant ses courses, dans son garage, où il y a sa voiture ou son vélo, etc., puisse prendre en main l'avenir de la planète. Et ainsi, comme ça, on résoudra le problème. Donc, c'est ce que j'ai appelé la mise en place d'une doxa sensibilisatrice. Doxa, c'est-à-dire une croyance, une philosophie indiscutée, indiscutable, croyance dans les bienfaits de la sensibilisation. Sensibilisation aux deux sens du verbe sensibiliser. C'est-à-dire à la fois rendre sensible pour faire prendre conscience. Et derrière cette croyance, cette doxa sensibilisatrice, il y a en fait deux présupposés qu'il faut déconstruire, qu'il faut discuter à mon sens. Premier présupposé, c'est une conception de l'individu, une conception de l'action individuelle. L'idée, c'est qu'en situation d'information pure et parfaite, les individus se comporteraient naturellement en homo ecologicus, en bon éco-citoyen, en éco-citoyen vertueux, etc. Première idée, premier présupposé. Et deuxième présupposé, c'est que la sensibilisation, la communication, l'information ont des effets ou permettent d'orienter le comportement des individus. Donc c'est une vision aussi de l'action individuelle qui en fait
une vision, en économie on parle des théories de l'acteur rationnel, une vision qui est à la fois très psychologisante, c'est-à-dire qui pense l'individu en dehors, en apesanteur de son univers social, de son environnement social, des contraintes qui pèsent sur lui. Voilà. Et tous les individus réagiraient de la même façon. C'est aussi une vision qui homogénéise les individus. On réagirait tous de la même façon. C'est très behavioriste, c'est très mécanique comme conception de l'individu. Et c'est une vision de l'individu qui est au cœur, au fondement de l'idéologie néolibérale. Et qui repose sur quelque chose que pourtant plus de 50 ans, d'un demi-siècle de recherche en sciences sociales ont démenti, c'est-à-dire l'idée que les individus se comportent en acteurs rationnels et que la communication permet d'orienter le comportement des individus. Les sciences sociales nous montrent que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est bien plus compliqué. On pourra y revenir. Mais voilà, pour l'instant, continuons. Il y a donc une adhésion assez unanime de la grande majorité des acteurs qui se mobilisent pour faire du climat un enjeu médiatique important. Tous ces acteurs-là adhèrent, alors de façon différente, à des degrés variés, mais ils ont comme accord essentiel, comme accord minimal, l'idée que oui, il faut sensibiliser. Il ne faut surtout pas contrarier, en tout cas, cet effort national de sensibilisation. Alors, il va y avoir une division du travail de sensibilisation entre les journalistes, l'État et les experts, par exemple. Les journalistes, eux, vont prendre en charge la partie rendre sensible. Il faut rendre sensible pour faire prendre conscience. Donc, je peux peut-être vous citer deux extraits d'entretien que j'ai mené avec des journalistes à ce sujet. Hop. Un journaliste scientifique de France 2 me dit « Donc, c'est ce genre de phénomène extrême qui sensibilise les gens, parce que ça les touche directement dans leur chair ou dans celle de leurs proches. Et ils voient en termes pratiques, illustrés, ce que ça pourrait donner si on continue comme ça. » Un autre journaliste, sur un registre un petit peu différent, mais qui est complémentaire de celui-ci, me dit « Bon, moi j'estime... » Alors c'est un journaliste de TF1 en charge de l'environnement. Moi j'estime que, bon, ce n'est pas forcément inutile de, justement pour responsabiliser en quelque sorte, pour permettre aux gens d'être autonomes dans leur compréhension des sujets, dans leur volonté d'éventuellement de modifier les choses ou d'avoir un comportement éco-citoyen, ce n'est pas complètement inutile de leur dire vous isolez votre maison, voilà quel type d'impact ça peut avoir, voilà, vous n'utilisez pas votre voiture ou alors vous utilisez le covoiturage, voilà quelles conséquences ça peut avoir. Encore une fois, je ne fais pas du militantisme. Je n'ai ni la prétention ni l'envie de m'ériger en bonne conscience de l'environnement. Et je n'ai pas envie de dire aux gens, faites ceci, ne faites pas cela. Mais bon, dire aux gens, voilà, isoler une maison, adopter ce type de comportement, voilà quel type de conséquences ça peut avoir. Après, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont adultes, ça ne me regarde pas. Donc, du coup, on voit que pour les journalistes, ils considèrent, et on ne peut pas leur en vouloir, qu'ils ont aussi une responsabilité morale et civique de participer à cet effort de propagation de la morale éco-citoyenne face à ce danger ou à cette menace si importante que représentent les dérèglements des climats. Et du coup, les journalistes vont essentiellement, alors soit relayer à travers un certain nombre de reportages le discours de l'État sur et faire un peu la promotion des dispositifs incitatifs, de voilà quelles sont les aides qui sont disponibles, voilà comment isoler votre maison, le crédit d'impôt, comment ça fonctionne, etc. Donc il y a beaucoup de reportages comme ça, ce qui d'ailleurs interroge la neutralité des journalistes, puisque là on voit qu'ils prennent le parti de ces politiques incitatives qui sont, encore une fois, idéologiquement situées dans l'arsenal des politiques publiques possibles. Mais surtout, ils vont essentiellement mettre l'accent sur la dimension rendre sensible, rendre palpable. Il y a un accord aussi sur le fait que, au début des années 2000, on est au milieu des années 2000, la question climatique, le changement climatique, s'est perçu comme un problème abstrait, lointain dans le temps et dans l'espace. Et donc, il faut absolument que, pour que les gens se l'approprient, pour que les gens modifient leur comportement, il faut qu'ils puissent se sentir concernés. Et puis par ailleurs, c'est aussi un principe dominant de la production journalistique, c'est il faut faire des articles, des reportages qui soient concernants, qui parlent aux gens, qui résonnent avec le quotidien des gens. Après, qui sont ces gens, quels sont leurs quotidiens, est-ce que c'est tous le même, ça c'est un autre débat. Et donc du coup, ce que j'observe, c'est que plus les journalistes vont traiter des enjeux climatiques, moins ils vont parler des causes du problème,
causes politiques du problème, plus ils vont parler des conséquences du problème. C'est une façon déjà de dépolitiser aussi. Ça, je l'ai objectivé en observant les images qu'ils utilisent pour faire leur reportage, les journalistes de TF1 et France 2. Plus ça allait, moins je voyais d'images de pots d'échappement ou de fumée d'usine, etc. Et plus je voyais des images de sécheresse, de soleil, d'inondations, de tempêtes, etc. Donc on mettait l'accent sur les conséquences. Et sur les conséquences naturelles, c'est-à-dire pour les écosystèmes naturels, pas tellement pour les écosystèmes sociaux, politiques et humains. Même si il y avait quand même des reportages sur les conséquences pour les professionnels du tourisme ou pour la viticulture, etc., etc. Il y avait quelques reportages quand même là-dessus, mais c'était minoritaire. Bon. Et donc, ils mettent l'accent sur les conséquences, ce qui leur permet aussi de faire des reportages à moindre coût, plus facile à faire, parce que ça demande moins de travail de lecture, etc. Or, les journalistes, ils travaillent dans des conditions, ça a été, je pense, déjà dit, compliquées, précaires, difficiles. Ils doivent aller vite. Ils doivent aussi faire des reportages, de beaux reportages, des reportages esthétiques. Et mettre l'accent sur les conséquences, ça permettait d'avoir de belles images, ou des images qui retiennent l'esprit, des images de tempête. Voilà. Ça permettait aussi de déployer, de décliner toute une grammaire iconographique, toute une imagerie en fait, assez bien rodée sur la question du réchauffement climatique, le thermomètre, ou jouer sur le rouge et le bleu, c'est-à-dire le chaud et le froid, le sec et l'humide, les sens communs les plus partagés par ce grand public, cette audience qu'on veut la plus large possible. Et donc, voilà, ils vont multiplier les reportages montrant les conséquences du problème. Du coup, passons sous silence la question des causes. Lorsqu'ils parlent des solutions, c'est souvent soit pour montrer que le monde de l'entreprise a déjà fait sa part du colibri, soit pour montrer que ce que propose l'État. Donc, voilà pour ce qui est de la façon dont les journalistes s'emparent ou participent à cet effort national de sensibilisation. L'État, lui, va essentiellement développer des outils de communication, d'information. Également, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail-là, mais une logique partenariale très importante, assez inédite. C'est-à-dire que l'État va faire notamment les trophées planètes gagnantes, où étaient conviés beaucoup de collectivités territoriales, mais aussi des entreprises, la Poste, BNP, Société Générale, etc., la Maïf, etc. Enfin, plein d'entreprises qui, du coup, étaient encouragées, en communication interne, à aussi relayer la morale éco-citoyenne, les bons petits gestes pour la planète. Après, il y a des gens aussi, des personnes, peut-être inattendues, mais qui ont joué un rôle important pour légitimer et démultiplier cette morale éco-citoyenne. C'est Evelyne Delia, par exemple. Evelyne Delia, présentatrice météo, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, pendant plusieurs années, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début ou à la fin de son bulletin météo, il avait élaboré, avec des climatologues comme Hervé Le Treut, par exemple, des experts comme Jean-Marc Jancovici, elle avait élaboré toute une liste de petits gestes bons ou pas bons pour la planète. Et à chaque fois, elle disait, si vous faites ça, c'est bon pour la planète. Alors si vous faites ça, c'est mauvais pour la planète. Et du coup, ça participait aussi de toute cette dynamique-là. Sauf que quand on regarde... et oui, juste pour finir sur l'État, l'État donc a mis en place une campagne de communication qui était en fait un véritable outil de politique publique. Généralement, la communication publique, c'est plutôt pour dire ce que fait l'État. Enfin voilà, ça a des vertus qui ne sont pas des vertus de politique publique. Et là, pour une des premières fois, on avait un peu le cas sur la sécurité routière aussi, mais pour une des premières fois, on a une campagne de communication d'État qui est conçue, pensée comme une véritable politique publique. C'était la campagne de communication, vous vous rappelez peut-être de cette signature. La signature, c'est le slogan en fait, de la campagne. Économie d'énergie, faisons vite, ça chauffe. Cette campagne de communication, elle a eu la particularité de durer plus de 6 ans. C'est la première fois dans l'histoire de la communication étatique, la propagande d'État, qu'une campagne gardait la même signature plus de 2 ans. Généralement, ça dure 6 mois, 18 mois, 24 mois, et là, ça a duré plusieurs années. Alors bon, je détortique un petit peu ces campagnes de communication. Cette économie d'énergie faisant vite ça chauffe, ça permet de trouver un équilibre entre les dimensions économiques, économie d'énergie, parce qu'il y avait le ministère de l'Industrie qui était derrière ça aussi, et faisant vite ça chauffe, le ministère de l'écologie. C'est le résultat de ce compromis-là. Toujours est-il qu'à chaque fois, il s'agit bien
de faire penser, en tout cas de donner à voir et à penser la question climatique comme une affaire de morale individuelle, de comportement individuel, de l'individualiser, cette question climatique. Sauf que l'individualisation, elle ne se fait pas n'importe comment. Deux caractéristiques importantes à avoir en tête de cette doxa sensibilisatrice, de cet ensemble de messages sensibilisateurs individualisants. Tout d'abord, on pourrait se dire que, ok, allez, admettons, c'est les comportements individuels le problème. Bon, dans ce cas-là, on pourrait se dire, on va essayer de modifier les comportements les plus émetteurs de gaz à effet de serre, les plus problématiques, les plus pollueurs. Du coup, on se dit, on va faire des messages qui vont essayer de pointer un peu du doigt les comportements énergivores, rouler en SUV par exemple, ou des comportements qui sont symptomatiques de style de vie énergivore, prendre l'avion, etc. Or non, pas du tout. On a des messages qui cherchent à modifier les comportements les plus partagés, les plus communs, les petits gestes, comment on se brosse les dents, éteindre les lumières, etc. Et on en reste là, hein. Depuis d'ailleurs la chasse au gaspille, finalement, ça n'a pas beaucoup évolué. J'avais fait un papier où j'expliquais que c'était les mêmes mots MOTS pour des mots MAUX différents. Mais voilà. Et donc, par exemple, il y avait une agence de communication qui avait eu, lors du comité de pilotage de cette campagne économie d'énergie, faisant vite ça chauffe, avait proposé un autre slogan qui était « Fini le CAC 4 en ville ». Bon, ça n'a pas fait 1 minute 30 de débat, hein. J'ai le compte rendu de la réunion, du comité de pilotage. Les Français n'étaient pas prêts pour ce genre de message. Mais ce genre de message, en fait, surtout, il pointait du doigt des comportements ostentatoires, des comportements socialement situés dans les catégories sociales privilégiées, favorisées. Or, les personnes qui, finalement, développent et outillent, équipent et nourrissent cette doxa sensibilisatrice appartiennent eux-mêmes, en fait, aux catégories sociales privilégiées. Donc, ils n'étaient pas disposés en fait, à véhiculer des messages qui remettaient en cause, si ce n'est leur mode de vie, celui de leurs proches. Donc il y a un petit peu ce genre de logique aussi à l'œuvre, même si ce que je viens de dire là est un petit peu réducteur, mais il y a quand même de ça. Donc, sous couvert d'être neutre et universel, on identifie, on met en avant et on stigmatise les comportements les plus partagés, parce qu'on cherche à s'adresser au grand public, hein, dans une république une et indivisible, etc. Alors vous remarquerez que quand il s'agit des comportements des classes populaires qu'on veut montrer du doigt, là on a moins ce genre de préoccupation, hein, au niveau de la communication d'État. Pas besoin de développer, je pense. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement on met l'accent sur des comportements compartimentés. On parle des comportements d'achat, des comportements dans le logement, des comportements dans le transport. Mais à aucun moment on raisonne en termes de style de vie, de mode de vie, c'est-à-dire la dimension cumulative de ces comportements-là. J'en arrive du coup, combien de temps? Il me reste 10 minutes? Très bien, je vais terminer tranquillement. J'en arrive du coup, tout doucement, à la troisième partie sur comment les individus des différentes classes sociales s'approprient ce discours climatique dépolitisé. Puisque, en ayant ces discours sur les petits gestes et non pas sur des styles de vie, c'est aussi une façon de mettre à l'abri de la critique les styles de vie socialement valorisés, et donc du coup de mettre à l'abri de la critique l'ordre social, l'organisation sociale qui valorise ces styles de vie pourtant les plus émetteurs et pollueurs. Je vais expliquer pourquoi pourtant les plus émetteurs et pollueurs. Mais déjà, ça permet, juste le fait que ce soit comme ça, des petits gestes et qu'on mette l'accent sur des comportements compartimentés, ça permet aussi aux catégories sociales privilégiées, dont le mode de vie socialement valorisé est pourtant fortement émetteur de gaz à effet de serre, ça leur permet de dire, dans une logique de compensation, de dire oui, moi je suis très soucieux de l'environnement, je fais attention à l'environnement. D'ailleurs, j'ai construit ma maison aux dernières normes BBC, etc. Bon, c'est vrai que j'ai, je sais pas, 2 voitures, dont un 4x4 dans le garage, mais néanmoins, je fais attention. Donc, ça leur permet de faire valoir une bonne conscience environnementale, une bonne volonté écologique, sans avoir à remettre en cause intégralement leur mode de vie. Donc, ça permet aussi des logiques de distinction, de dire, voilà, oui, moi, je fais attention, je dépense un peu d'argent pour essayer de réduire mes émissions de gaz à effet de serre, sauf que je ne le fais pas sur tous les pans de mon mode de vie parce que voilà, c'est un peu compliqué. Et effectivement, c'est un peu compliqué. Alors, maintenant, comment
les différentes classes sociales appréhendent cette question énergétique, cette question climatique. Pour regarder ça, j'ai utilisé 2 types de matériaux. D'une part, des entretiens, alors collectifs, je ne suis pas sur les détails méthodologiques, mais des entretiens avec des groupes de personnes que je faisais distonner, que je faisais discuter sur le climat en fonction de... Et ces groupes de personnes avaient des propriétés sociales différentes, donc des matériaux qualitatifs. Et puis j'ai également regardé des données quantitatives statistiques permettant d'avoir une idée de la répartition sociale, de la distribution sociale des consommations énergétiques et donc de l'empreinte carbone. Bon. Ce que ces données statistiques montrent, alors bon, il y en a de plus en plus et elles vont toutes dans le même sens et ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est également le dernier chapitre du livre. C'est que, pour le résumer en une phrase que je pitch à des collègues belges qui montrent la même chose en Belgique, mais il y a aussi des collègues en Angleterre qui confirment la même chose. Des collègues belges avaient eu cette phrase qui résume bien les choses. Voilà, c'est que, en gros, en matière environnementale, mieux vaut être pauvre et mal informé que riche et bien conscientisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beau avoir un capital culturel relativement élevé qui nous dispose à être sensible aux normes dominantes, aux normes dominantes du bon comportement, donc du comportement éco-citoyen, donc essayer de faire des efforts pour ça. Si on a un niveau économique, des ressources économiques importantes, on a beau essayer d'avoir cette bonne conscience, on aura des comportements toujours plus pollueurs que quelqu'un qui est peu sensible ou peu préoccupé de se comporter en bon éco-citoyen, mais qui, de par ses ressources économiques limitées, aura un mode de vie de toute façon moins pollueur. Bon. Alors pour comprendre ça, il faut rentrer aussi dans la structure des achats sur une année, des ménages en fonction de leur position dans les niveaux de revenus, les niveaux de diplôme, etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là, c'est un peu aride, mais voilà. En tout cas, il y a cette idée que le capital culturel peut compenser les effets du capital économique sur la disposition, la propension à polluer. Du coup, on se retrouve avec ce que j'ai appelé le paradoxe social de l'éco-citoyenneté, c'est que cette morale éco-citoyenne, finalement, produite par des personnes issues des catégories sociales favorisées, dans un langage qui est le leur, qui leur est propre à cette catégorie sociale-là, va plutôt raisonner, ou en tout cas parler, ou faire écho à des préoccupations de ces groupes sociaux qui ont des styles de vie, ou au sein desquels on rencontre plus souvent des styles de vie pollueurs. Donc le paradoxe, c'est que cette morale éco-citoyenne vient permettre à ceux qui polluent le plus de faire valoir leur bonne conscience écologique. Alors que plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus on descend l'échelle sociale, et plus on a des personnes qui vont se tenir à distance ou se sentir distantes de ce discours éco-citoyen, de cette morale éco-citoyenne, qui vont pas être dupes, hein, qui vont tout à fait être capables de dire « oui, c'est très bien, mais ça, c'est l'écologie de riche, c'est l'écologie de bonne conscience ». Je cite souvent cette phrase d'un enquêté qui dit « non, mais moi, j'ai pas les moyens de me la péter écolo », enquêté des classes populaires. Donc, plus on descend l'échelle sociale, plus on a affaire à des groupes sociaux, à des personnes qui sont un peu écologistes à leur insu, c'est-à-dire qui, sans être ignorantes du fait que c'est bien de se comporter en éco-citoyen, c'est pas leur préoccupation première, quoi. Eux, ils cherchent d'abord à faire attention à leur porte-monnaie avant de faire attention à la planète, quoi. Et donc du coup, ils vont pas se mettre en avant, ils vont pas chercher à se valoriser socialement dans les discussions, voilà, dans les choix de consommation par rapport à ça, mais de toute façon, ils auront des modes de vie moins pollueurs que des gens qui vont chercher à faire attention. Donc d'où le paradoxe social de l'éco-citoyenneté, d'où le fait que cette individualisation des enjeux climatiques et plus largement écologiques vient finalement redoubler et renforcer des logiques de domination sociale. Et dernier point, et je le conclurai là-dessus, c'est que ça pose une question aussi au militantisme écologiste, puisque un des points communs, par exemple, ou une des caractéristiques du militantisme écologiste, comme le militantisme féministe, c'est de considérer que le privé est politique, que c'est dans la sphère aussi individuelle, dans la réforme de soi, qu'on va agir politiquement. Oui, mais attention. Parce qu'on voit que en fait, cette logique-là, c'est aussi la logique des dominants, la logique du pouvoir néolibéral. Et que donc, et là, moi, je n'ai pas forcément encore d'avis tranché, c'est des questions complexes, mais en tout cas, ce qui me semble important de pointer du doigt, c'est qu'il y a une possible confusion idéologique, un possible brouillage idéologique, de
dans le fait de dire que eh bien, il faut se changer soi-même pour voir advenir le changement qu'on veut dans le monde, enfin, toutes ces pensées-là, ces philosophies-là, qui sont très répandues dans le mouvement écologiste, peuvent aussi, finalement, on le voit, en tout cas, ne pas du tout déranger les logiques néolibérales derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder de plus près ce que ça veut dire agir individuellement, de faire sa part du colibri ou de agir à son petit niveau. Oui. Mais voilà. Enfin, je vais peut-être m'arrêter là. Je pense qu'on va reprendre la discussion là-dessus, sans doute après. Mais voilà. En tout cas, inviter le privé et politique. Oui, mais pas à n'importe quelle condition. C'est ça que je voudrais dire. Et réfléchir aux conditions de qu'est-ce qui fait que le privé est politique. À mon avis, une des conditions, c'est que les transformations, le fait d'essayer de se modifier soi-même, etc., c'est bien pour essayer de voir déjà les difficultés que ça pose, mais à condition de l'articuler toujours à des engagements collectifs, des engagements en termes structurels, qui ont des engagements politiques. Et puis, peut-être je finirai pour ouvrir aussi la discussion, sur la nécessité de penser l'écologie comme une question matérielle. On a souvent assimilé l'écologie à des préoccupations post-matérialistes. Bon, on voit bien que l'écologie, c'est tout sauf post-matérialiste. Ça a des coûts matériels, et les réponses dominantes à l'écologie sont bien matérielles, sont infrastructurelles, pensez à la géo-ingénierie, etc. etc. Bon. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir en fait, qu'est-ce qui pourrait, finalement, l'écologie telle qu'on la pense et telle qu'on la parle de façon dominante aujourd'hui, elle est trop, enfin, à mon avis, elle est trop éloignée des modes de pensée, de raisonnement et des réalités des classes populaires. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir aux conditions permettant aux classes populaires de se réapproprier l'écologie, c'est-à-dire non pas faire en sorte que ça leur parle, non pas quels sont les mots à trouver pour que ça leur parle, non, simplement les écouter. Qu'est-ce que les classes populaires ont à dire sur l'écologie? Parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire, mais elles le disent différemment, avec un autre langage. Et donc, permettre aux classes populaires, dans leur diversité, il n'y a pas une classe populaire, il y a des fractions de classes populaires, mais leur permettre de pouvoir exprimer durablement dans l'espace public d'autres visions des enjeux écologiques. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette présentation que j'ai trouvée assez nuancée et assez fine. La première chose que je voulais juste vous donner une petite règle du jeu pour qu'on essaie de faire que la parole circule. Donc quand quelqu'un veut poser des questions ou faire des commentaires, voilà, que ça ne dure pas 3 heures et que derrière, il y a d'autres personnes qui auraient envie de faire la même chose. Donc vraiment, essayer d'avoir collectivement cette préoccupation. Alors, je voulais rajouter ou proposer une règle. J'ai remarqué qu'à la table précédente, il y avait une femme pour 3-4 hommes. Là, on est 2 hommes. Je proposerais que dans les tours de parole, si on pouvait alterner homme-femme, si ça vous dit, ça peut être pas mal. Parce que tout à l'heure aussi, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui avaient pris la parole que de femmes. Bon, on va essayer sans démagogie, hein. Et la deuxième chose, ce que je vous propose, c'est qu'on commence peut-être par des questions de pure compréhension. Peut-être qu'il y a des moments de sa présentation qui ont été rapides ou que vous n'avez pas compris. Donc s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'il revienne, on peut peut-être commencer par ça, avant de rentrer dans des éléments plus de discussion et de point de vue. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il y a besoin d'éclairage? Bon, a priori, tu as été parfait, oui. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler? Il y en a qu'un. C'est juste l'expression faire de l'écologie. Moi, je suis écologue scientifique et je suis bien curieux de savoir comment un sociologue pense faire de l'écologie.
Ouais, non, c'est un abus de langage, bien sûr, merci de me reprendre. Non, faire de l'écologie, c'est-à-dire... là, ce que j'entendais, moi, en tout cas, c'était parler d'écologie, la façon dont on en parle, dont on traite cette question-là médiatiquement, voilà, comment on la met en mots, en forme, c'était ça, en fait. Mais c'était, ouais, je parlais trop vite. Est-ce qu'il y a d'autres points de questions, commentaires sur la façon dont Jean-Baptiste... Alors cours, hein, parce que toi, tu as l'habitude de partir. Donc, vous savez que depuis la théorie du genre, moi je suis peut-être né homme, femme, je ne sais pas ce que je suis, hein. Peu importe. Pas de sexisme. Bon, en tout cas sur l'histoire de la dépolitisation et comment combattre cet ordre néolibéral qui dirige le monde, moi je vous rejoins tout à fait. Et on infantilise les gens. Et effectivement, quand on voit ce qu'est devenu le protocole de Kyoto, par exemple, comment il a été détourné de son objet premier par justement le marché. Il y a un monsieur, moi j'aime bien citer mes sources, un monsieur qui s'appelle Aurélien Bernier. Vous connaissez Aurélien Bernier? Bon, ben, je vais vous le présenter. Il travaillait à l'ADEME, le bras armé de la maîtrise de l'énergie de l'État. Avant, c'était l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, 76, choc pétrolier. Et ce monsieur Aurélien Bernier, ingénieur à l'ADEME, a quitté l'ADEME pour l'histoire des agrocarburants, en combat avec Nicolino, j'allais parler ce matin aussi, celui qui a pris une balle à Charlie Hebdo, et qui écrit des rubriques écologiques sur Charlie. Bon. Eh bien, il a écrit un bouquin, comment la finance récupère la lutte contre les gaz à effet de serre. J'en parlerai pas ici, mais voilà des sujets de fond qui sont là-dedans. Et effectivement, l'État et ces officines publiques, comme l'ADEME que je cite, sont au service de cet ordre néolibéral qui met le monde en coupe réglée et qui ne veut pas que le problème se règle. Parce qu'avec le détournement, la réappropriation des mécanismes de développement propres issus du protocole de Kyoto, les entreprises comme Rhodia, qui étaient des pollueurs et au bord de la faillite, se sont refait une santé en investissant en Chine. Donc effectivement, il vaut mieux dire isolez votre maison que occupez-vous du protocole de Kyoto, comment il a été appliqué. Merci. Merci pour votre intervention qui était très intéressante, notamment sur le point, j'aimerais vous poser la question, comme vous êtes sociologue, quand on est militant écolo, on est souvent confronté à une sorte de stigmatisation. On est souvent pointé du doigt comme étant des bobos, des bourgeois, etc. Et bon, moi, pour avoir un peu travaillé sur le terrain, j'ai pas rencontré beaucoup de bourgeois qui vivaient la simplicité volontaire, par exemple. C'était plutôt des gens souvent issus de milieux populaires, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Et comme vous dites, qui en fait ne se présentent pas comme écolos forcément, qu'on a débusqués nous par plus ou moins dénonciation, etc. Et voilà. Et en fait, c'est un débat qu'on a souvent, notamment avec le milieu communiste, qui nous renvoie en fait. Ils nous mettent un peu dos à dos, les communistes sont gentils avec les prolétaires, et nous, on est de méchants écolos qui veulent fermer les usines. Et bon, je schématise complètement, mais c'est une question qui est très difficile et qu'on vit assez difficilement en tant que journaliste de la presse écolo. On est souvent un peu pointé du doigt, oui, mais vous défendez les intérêts des bourgeois. Voilà. Et j'aimerais savoir ce qu'en tant que sociologue, vous répondriez à ça. Parce que le paradoxe social, c'était assez intéressant, là, ce que vous avez dit sur... Voilà. On peut faire juste avancer. Est-ce que si on parle sans micro, ça le fait? Pas pour la vidéo? Ben oui, mais là, avec le micro, ça va être vraiment compliqué, quoi. Vous imaginez Alors, je pense que la question que vous posez, vous la posez à tout le monde, en fait. Hein. Elle est une question qu'on se pose tous, je pense.
Je crois qu'effectivement, il y a un réel enjeu à faire davantage converger la question sociale et la question écologique. Je crois qu'il y a des progrès quand même ces dernières années sur ce point-là. Parce qu'effectivement, la question écologique est avant tout une question sociale, en fait. C'est la question de la redistribution des richesses, la redistribution du temps de travail, etc. etc. Ce que vous pointez qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors en fait, c'est plus précisément les fractions cultivées des classes populaires qui... il y a des enquêtes qui commencent à apporter des résultats, des enquêtes sociologiques. Là. Je fais un peu de pub pour le prochain numéro de la revue Savoir Agir, justement, que j'ai coordonné, qu'on a intitulé Horizon alternatif, point d'interrogation. Il y a des collègues qui ont présenté des résultats d'enquête sur l'entrée en permaculture ou l'entrée dans des modes de production agricole non conventionnels, et qui montrent que effectivement, les fractions cultivées des milieux populaires sont les plus disposées à développer ce type de pratiques ou qui s'accompagnent d'un mode de vie, en fait. Et qu'à l'inverse, des personnes issues des catégories sociales bourgeoises ou plus privilégiées, en fait, ont beaucoup plus de mal, quoi. Il y a un concept barbare en sociologie, c'est ce qu'on appelle l'hystérésis des habitus, c'est-à-dire qu'il y a une inertie des sensibilités, des goûts, des manières de faire, des compétences aussi, qui fait que voilà, il y a ce qui semblerait, mais c'est des résultats provisoires et à confirmer, mais c'est les fractions cultivées des classes populaires qui soient les plus disposées, les plus à l'aise à embrasser ces modes de vie dits alternatifs, de simplicité volontaire, etc. Ceci étant, donc, il y a des progrès aussi au niveau, je pense, des organisations politiques. Bon, alors moi je suis à Nantes, hein, du coup, bien préoccupé par ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, mais bon, vous avez tous suivi que la CGT, Vinci, CGT AGO a pris position contre l'aéroport, et bon, je pense que c'est des choses qui disent que ça bouge, quoi. Bon. Donc, néanmoins, je pense qu'effectivement, il y a encore du progrès, du travail et du progrès à faire, et que des personnes, des acteurs comme vous, journalistes de la presse, ce que vous avez dit, de la presse écolo, je pense qu'il y a un travail quand même, il faut continuer, quoi. Il y a encore du boulot pour déjà essayer de mieux comprendre ce que c'est l'écologie dans les milieux populaires, dans les quartiers, notamment. Voilà, donc peut-être travailler davantage avec des associations, des travailleurs sociaux dans les quartiers. Je pense que là, il y a vraiment des liens à faire, à développer, à déployer, pour aussi essayer de diversifier les façons de se représenter. Voilà, je pense que quelqu'un comme Pierre Rabhi, bah oui, il est perçu comme... Ça ne parle pas à son discours dans les milieux populaires, ou alors pas suffisamment, quoi, parce que ce n'est pas le langage des milieux populaires, quoi. Il faut... Voilà, j'en profite là par rapport à ce que je disais sur le paradoxe social de l'éco-citoyenneté. Je vous invite à jeter un œil à cette... En fait, j'ai rien inventé, hein, évidemment, j'ai rien trouvé. Enfin, d'autres l'avaient trouvé avant moi, et ceux qui l'avaient trouvé avant moi de façon brillante, c'est Groland, l'équipe du Groland. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà regardé, à regarder cette petite vidéo de Groland sur l'écolo bobo ou développement durable. Enfin, vous mettez Groland, développement durable sur Google, vous l'avez trouvé. Ça résume en 2 minutes 30 le dernier chapitre aride de mon bouquin, donc ça vous évite un peu de lecture. Et ça le dit très bien, et voilà. Voilà, je m'arrête là. Oui, je vais passer la parole à ce monsieur. Juste avant, je voudrais juste... tu as posé, je trouve, une question très importante sur laquelle on peut tous réfléchir et essayer d'y répondre. Tu constates une chose qui me semble très juste, hein, sur le fait que les classes populaires sont tenues à l'écart, ou à distance en tout cas, de ces enjeux écologiques. Et tu poses la question, comment on peut y remédier, hein. Tu viens de donner un certain nombre de points. Oui, il y a des espaces de médiation qui permettent, voilà, de pouvoir toucher aussi ces personnes-là. Mais moi, j'aurais envie de dire en tant que journaliste que c'est peut-être aussi une façon de... On peut aller enquêter auprès de ces populations sans faire de l'écologie, mais tout en faisant. C'est-à-dire que si je reprends ton idée que je trouve assez juste, que l'écologie sociale, je dirais pas c'est avant tout une question sociale, l'écologie c'est avant tout une question sociale, mais c'est évidemment une question sociale. Et donc à partir de ce moment-là, si on commence à enquêter sur comment les gens sont logés, sur comment les gens se déplacent, sur comment les gens s'alimentent, de façon inévitable, on va poser des questions d'écologie. Et donc on va pouvoir recueillir aussi des points de vue
des usages qui vont renseigner, à mon avis, tous les publics sur comment ces catégories sociales se positionnent par rapport à ces enjeux. Et juste la deuxième chose que je voudrais dire, et je vous passe la parole, c'est que moi je me méfie un peu de la catégorisation, parce que de la même manière que vous dites, voilà, vous donnez des chiffres hein, dans le fameux chapitre de la question climatique sur le paradoxe entre les catégories sociales et leur réalité écologique, c'est après il y a les individus. Et les individus, je dirais, moi, ils m'intéressent vraiment autant que la catégorie auquel ils appartiennent, parce que les individus, ils ont quand même des pratiques très diverses, appartenant à une même catégorie. Ça va approcher à l'autre aspect sur la morale, sur lequel on pourra revenir. Mais voilà, je voulais juste dire qu'il faut faire aussi attention dans les traitements, de ne pas trop réduire les personnes à des catégories. Enfin, je voudrais terminer un peu votre première question sur ce qu'on n'a pas compris. Alors c'est plus une découverte et je ne comprends pas, mais je vois que c'est comme ça que ça marche. Vous avez présenté votre étude médias et environnement en observant en tant que sociologue ce que vous avez trouvé dans les médias. Ce qui m'a sidéré, c'est que vous n'avez pas du tout parlé de ce que vous n'y avez pas trouvé. Je m'explique. Vous avez détaillé tout le schmilblick de parler des consommateurs individuels, histoire de justement... en fait quoi? Histoire de masquer complètement l'acteur principal de tous les trucs sur l'environnement, qui sont les acteurs institutions et industrie, enfin, bon, finance. Je raconte une petite histoire pour illustrer le volume de ce que j'évoque. Marseille. Alors c'est toute l'histoire bizarre des droits sociaux et des luttes sociales, parce que ça marche à l'endroit et à l'envers simultanément. Marseille, les dockers, pendant de longues années, ont été très performants et efficaces pour dire on veut garder nos statuts, d'avoir des primes de charbon quand on est passé à l'électricité et tout ce qu'on voudra. Bref, ils ont fait fuir tous les bateaux et tous les clients. Je simplifie hyper rapidement, mais je connais des gens qui sont dans le secteur. Du coup, les bateaux, au lieu d'aller à Marseille, ont été en Hollande. Et du coup, pour livrer des choses à Marseille, à partir de Hollande, on revenait par des noyades de camions. Donc là, je mets deux acteurs dedans. C'est que d'une part, il y a l'acteur social, lutte sociale pour dire finalement on fait un transport hallucinant pour pas grand-chose, au lieu de traverser bêtement la Méditerranée. Et en plus, il y a un deuxième facteur énorme, c'est que vous le voyez tous les jours, quand vous prenez l'autoroute, il y a une noria de camions. Qu'est-ce que c'est que cette noria de camions? C'est pareil, c'est des acteurs mais qui ont bien leur charme de lutte sociale, la SNCF, la Résistance, 45, des super lois qui font que les transporteurs industriels, enfin les industries qui cherchent du transport, elles n'ont pas confiance à juste titre dans les délais et retards de la SNCF. La SNCF n'a pas promu le transport rail, alors que la Suisse l'a fait pour diviser par deux ses transports, parce qu'elle commençait à avoir justement trop de pollution sur ces petites jolies montagnes et collines. Donc c'est facile à faire. C'est hors jeu, hors sujet, vide. Donc ce que je veux dire, c'est que si les individus veulent un peu de meilleure écologie, a priori, je pense que l'acteur de loin principal, c'est de mieux informer et de mieux contrer sur ce que fabrique l'industrie. Or, et là on va terminer, or tout ça rentre dans des exigences individuelles. Les gens veulent du travail. Or la noria de camion, c'est excellent. Si on arrêtait la noria de camion, vous vous rendez compte, on n'aurait plus de Renault, ils perdraient la moitié de leur chiffre d'affaires, une catastrophe pour l'emploi. Le lien richesse et emploi, il est extrêmement fort. L'écologie, les destructions écologiques, c'est le meilleur apporteur d'emploi. Et juste pour terminer, deux petites images. Vous parliez de consommateur qui pour moi est justement le dindon de la farce, la mascarade pour s'occuper d'autre chose, de ce qui dérangerait. Et j'aime bien vous évoquer aussi l'autre versant qui est média-acteur. Alors là, ça dérangerait beaucoup, c'est de mettre les individus en posture non pas de consommateur pour s'occuper de rien du tout, mais en posture de média-acteur pour s'occuper des vraies causes. Et pour conclure, je dirais juste, et ça m'a beaucoup amusé, je mange des tomates en hiver. Et bien ça m'a beaucoup amusé parce que le nombre de fois où je me fais flinguer, ah tu manges des tomates en hiver, donc tu es un méchant destructeur de l'environnement. Je pense qu'être média-acteur pour essayer de parler des causes sérieuses me paraît beaucoup plus consistant et je mange des tomates en hiver. Il y avait une personne là-haut. On prend la réponse tout de suite là? Oui. Non, je pense que vous avez très bien complété mon propos, merci. Je pense que je souscris à ce que vous dites. C'est vrai que je n'ai pas évoqué ce dont on ne parle pas, et c'est très important. C'est très important parce qu'en fait,
cette doxa sensibilisatrice, là, cette adhésion, ce souci d'individualiser, de sensibiliser, effectivement, ça a eu pour effet de tenir aux marges du discours dominant de ce que j'appelle l'espace du disciple, ce qu'il est possible et souhaitable de dire sur le climat. Aux marges de cet espace du disciple, de ce discours dominant, il y a effectivement tout un tas de sujets dont on ne parle pas parce que, pour la raison expliquée par l'ensemble de ces acteurs, alors toujours dans les années 2000, hein, qui disaient non mais si on parle de ça, ça va contrarier l'effort de sensibilisation. Peut-être 4 exemples très rapidement. Les climato-sceptiques. Bon, là, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire Dieu soit loué, on ne les a pas trop vus. C'est aussi parce qu'ils sont finalement assez peu nombreux, peu organisés. Et alors, beaucoup vont dire on les a quand même beaucoup vus. En fait, quand on regarde quantitativement, statistiquement, ils étaient très peu présents. Ils étaient présents dans des émissions comme C'est dans l'air ou dans Le Monde, mais c'est des espaces médiatiques qui ne sont pas consommés par des audiences hyper larges. Donc, bon. Et puis, par exemple, dans les JT de TF1, entre 1996 et 2011, on ne fait jamais mention, ni même de l'existence des climato-sceptiques, par exemple, voilà, pour montrer qu'ils ne sont pas si présents que ça, quoi, juste ce chiffre-là. Jamais. J'ai fait tous les reportages, par exemple, changement climatique, d'économie d'énergie, voilà. On n'évoque même pas l'existence des climato-sceptiques, pourtant à TF1. Donc, qui d'ailleurs permet aussi de complexifier un peu la critique qu'on entend souvent, j'ai entendu cet après-midi, sur le problème des médias dominants, c'est qu'ils sont possédés par des grands industriels, etc. Oui, c'est important, c'est une critique importante. Mais à mon avis, ce n'est pas le nœud du problème. C'est-à-dire que même ces médias dominants, vous les rendez publics, indépendants des puissances financières, je pense qu'ils continuent à avoir un traitement dépolitisé du climat. Pour moi, le nœud du problème, il est justement dans le fait comment sont formés les journalistes, d'où viennent socialement ces journalistes, et du coup, par rapport au fait que l'écologie telle qu'elle est traitée dans les médias dominants ne parle pas aux classes populaires, en fait, le problème, c'est le monopole social du débat public, le fait que l'accès durable au débat public est réservé aux catégories sociales privilégiées, et qu'il est très difficile pour les classes populaires d'avoir un accès durable à une parole publique politique à l'Assemblée. Alors ça c'est facile, on en parle souvent hein, pour les députés, les parlementaires qui ne représentent pas, qui sont représentatifs que d'une catégorie sociale de la population, mais il se trouve que c'est vrai aussi pour les acteurs du débat public conventionnel dominant. Et donc ça, voilà, c'est aussi là qu'à mon avis, il y a quelque chose à interroger. C'est comment faire en sorte que des gens issus des classes populaires puissent avoir un accès régulier au-delà des grandes gueules hein, de RTL, dans les médias. Voilà, bon, il y a aussi cette question-là. Donc, climato-sceptique. Juste très rapidement... ouais, bon, alors je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Ou peut-être qu'on continue quand même. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant et qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes en fait. Ouais. Là-haut. Ouais. Il y en a une là et puis après c'est vous. Ouais. Pas de problème. Non, moi c'est juste 2 toutes petites remarques et une illustration, c'est tout. Hein. Une petite remarque, heureusement la CGT est contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais elle est quand même pour Fessenheim. Bien. Première remarque. Deuxième chose, parler aux classes populaires. Bon, il y a une chose très simple à dire. Bayer, il fait à la fois les pesticides et un médicament contre le cancer. Donc ça concerne beaucoup de monde. Enfin, c'est direct et très concret. Et vous n'avez pas compris? Je veux dire, quand... bon, je sais, je suis concernée par ça, parce qu'il y a des personnes très populaires hein, dans ma famille par alliance, et parler de l'écologie, c'est très casse-cou, et j'essaye de m'y risquer. Donc, c'est très concret. Et donc, ça me concerne personnellement, de se casser la tête pour savoir comment arriver à les toucher. C'est pas évident, mais il me semble que j'y arrive très peu, mais que j'y arrive un petit peu. C'est ça que je voulais dire. Donc, évidemment, le cancer, ça fait vivre beaucoup de gens. Hein, bon, mais enfin, c'est concret, quoi. Concrètement, c'est de l'écologie, c'est de la pollution, ça touche, c'est ça que je veux dire. Et la troisième chose, c'était juste une illustration. Je crois que c'est Vandana Shiva qui disait, parce que j'étais très touchée
par ce que vous dites là, c'est fondamental, le néolibéralisme qui essaye de récupérer l'écologie, fondamental. Et donc Vandana Shiva qui disait en gros que le consumérisme vert, c'est avant tout et surtout du consumérisme. Voilà. Oui, j'ai été interrogé par la mésentente, semble-t-il, entre la CGT puis le Parti communiste qui a été mis en cause. Moi, je le dis, je suis militant éco-écologiste, donc j'essaie de tenir les deux bouts. Le débat n'est pas nouveau sur ces questions-là. Je me souviens de 1968, où lorsque la CGT posait des revendications, ailleurs, on lui rétorquait, ce sont des revendications alimentaires, histoire de dire que le SMIC n'était pas un problème. Déjà, taper au portillon, si je puis dire, une autre manière de concevoir la croissance, une autre manière de concevoir le progrès social. Un des problèmes majeurs de notre société, c'est la machine infernale du chômage qui fait avaler beaucoup de choses aux populations. Il y a un énorme décalage entre le progrès scientifique et technique et puis les retards pris par le progrès social. En témoigne la question de l'heure de travail, des heures de travail. Quand une machine libère une main-d'œuvre follement, et au Vigan, on pourrait en parler à propos de la fabrication des bas, on aurait pu effectivement libérer du temps de travail, donner du temps libre. Or, quand on introduit le robot, on chasse le travail vivant de l'entreprise. C'est au cœur même de ce débat. Alors, moi, je pense que ce retard du progrès social sur les avancées formidables de la science et la technique est une des causes majeures. Voilà pourquoi il faudrait que le progrès social avance. Et je ne sache pas qu'il avance sans la CGT. Je disais juste qu'on va essayer de rester sur le thème des traitements médiatiques, même si évidemment c'était voilà, votre point de vue était important. Moi, je voudrais revenir sur tout un développement que tu as fait, qui a pris quand même un élément important dans ton exposé, sur le consumérisme, ou en tout cas sur le fait que, par le fait de présenter la question des enjeux climatiques comme finalement une question d'enjeux individuels, on arrivait à dépolitiser la question. Je résume à ma manière, tu me reprendras. Et par ce biais-là, on évacue en quelque sorte trop souvent les causes et les mécanismes. Moi, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi. En tout cas, je trouve qu'il faut vraiment nuancer le propos. D'abord, tu as un échantillon qui est un peu un biais, comme tout échantillon, mais TF1 et Antenne 2, c'est un certain choix quand même sur lequel tu te bases. Ça ne fait pas toute l'information, même massive. Là-dessus, je m'interroge sur ce choix-là. Et y compris pourtant à la télé, il y a des traitements qui ne se cantonnent pas quand même à ces aspects purement, on va dire, individualistes et consuméristes. Et alors c'est plus récent, mais le fameux Cache Investigation qui fait souvent parler de lui ou d'elle comme émission, elle va depuis des éléments de consommation jusqu'à remonter sur les causes et les mécanismes, ou inversement. Et donc, ces traitements-là, ils existent aussi, même aux heures de grande écoute, même sur des médias qui ont une grosse diffusion. Ça, c'était la première chose. Et puis, ce que j'aurais voulu dire, c'est pourquoi opposer, en fait, ces deux aspects? Parce qu'on peut parfaitement, me semble-t-il, avoir un traitement médiatique qui aborde cette question des conséquences et des comportements individuels, tout en apportant en tant que journaliste un éclairage sur à quoi se réfèrent ces modèles de consommation et ces comportements individuels. Il me semble que le fait de les pointer,
ou d'apporter un certain nombre de solutions très pratiques n'empêche pas de mettre en lumière un certain nombre de mécanismes. Et d'ailleurs, dans les propositions qui sont faites par beaucoup d'ailleurs de médias écolos sur l'isolation thermique, sur les modes alimentaires, ils sont non seulement des mises en cause souvent sur ce qui justement existe de façon dominante, mais aussi ils sont souvent des propositions assez radicalement en opposition avec les modes de développement traditionnels. C'est très vrai au niveau, par exemple, si je garde l'exemple de solutions d'isolation thermique. Voilà, si on va vers ça, c'est en fait, on peut tirer ce fil-là et on voit que ça va remettre en cause tout un pan du développement de l'habitat, des matériaux, des impacts, etc. Bref, je m'interroge pourquoi tu as aussi tendance, je trouve, à opposer ces deux niveaux qui, pour moi, pourtant, dans les traitements, doivent complètement se compléter et on ne peut pas échapper. Voilà. Oui, je pense que en fait, la réponse est dans la question, c'est-à-dire que, et dans le plus récemment. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai vraiment travaillé sur la période 96-2000, jusqu'en 2011, et plus particulièrement encore 2006-2007. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de cache à mastication, il n'y avait pas de... un autre exemple, ça va être... l'association, le partenariat entre The Guardian, on en a parlé tout à l'heure, et 350.org sur la campagne Keep It in the Ground sur les énergies fossiles. Voilà, ça, effectivement, c'est des exemples de traitement médiatique plus politisé des enjeux climatiques, mais moi, j'avais pas ça encore vraiment sous les yeux. Et oui, effectivement, on peut politiser l'entrée par les individus, le comportement individuel. Mais ça, on le trouve dans effectivement les presses, les médias dits alternatifs. Mais on le trouve très rarement, toutefois, dans les médias plus mainstream entre guillemets, quoi. En tout cas, dans la période que j'ai étudiée, moi, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais c'était très erratique, quoi, très rare. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. L'autre élément de réponse sur le lien entre individu versus structure, quoi, pour aller vite. En fait, il me semble que ce que apporte aussi, un des acquis importants des sciences sociales pour comprendre les modes de fonctionnement de la société, c'est de comprendre, de penser l'individu comme des individus socialisés. C'est-à-dire que l'individu incorpore les structures sociales. Et il est socialement fabriqué. Voilà. Et ce qui n'empêche pas des singularités et des diversités, mais elles sont toujours relatives, quoi. Et que du coup, sans transformation des structures sociales, on ne peut pas envisager une transformation durable des comportements individuels. Voilà. Et du coup, il faut toujours penser les deux ensemble. Voilà. Donc oui, encourager, développer, réfléchir les transformations individuelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que ça doit se faire en ayant en tête les conséquences politiques, l'orientation politique, qui doivent être une visée de transformation sociale. Voilà. Et parce que sinon, les modes de vie alternatifs, etc., vont pouvoir essaimer, se développer, mais ils resteront confinés, cantonnés aux marges. Et à partir du moment où ils deviennent trop importants, ou bien ils sont récupérés par l'idéologie dominante, capitaliste, néolibérale, industrielle, financière, comme vous voulez, qui a quand même cette spécificité qui à mon avis, n'est pas suffisamment réfléchie. C'est cette capacité extraordinaire à digérer, à récupérer, à réintégrer tout ce qui lui échappe, tout ce qui est critique. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que... et du coup, on en arrive à poser la question de la conflictualité sociale. On ne peut pas penser de transformation sociale durable et profonde et qui permettrait de prendre l'environnement au sérieux
sans penser la question de la conflictualité, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a des intérêts en jeu, des intérêts sociaux antagonistes, et que pour pouvoir créer les conditions structurelles, collectives, sociales, politiques d'un mode d'adhésion massif à des comportements individuels écologiques, il faut transformer ça, et du coup, il faut que ceux qui sont aujourd'hui les dominants soient un peu moins les dominants, quoi. Et ça impose un peu de conflictualité. Et je terminerai par dire une chose justement sur quelque chose que je trouve qui moi m'interroge, parfois m'inquiète dans les mouvements écologistes, c'est qu'il y a une prégnance de ce que j'appelle la philosophie réformiste. Voilà. Et je pense que le mouvement écologiste repose cette vieille question de réformiste versus révolutionnaire. C'est-à-dire que cette philosophie réformiste, c'est-à-dire changement pragmatique, incrémental, pas par pas, de l'intérieur, sans heurts ni malheur, dans la joie et dans la bonne humeur, etc., etc. Toute cette philosophie-là, je pense que vous voyez très bien ce à quoi je peux faire référence. En fait, on est toujours pour d'autres manières de faire. Bon. On est toujours pour d'autres manières de faire. Par contre, on est contre ceux qui sont contre. Allez, ceux qui râlent, ceux qui sont un peu trop déterminés, un peu trop incisifs, qui même pourraient être un peu violents, etc., pour se défendre. Bon, voilà. Ça, ils ont mauvaise presse dans les milieux écolos, ces militants-là. Hein. Et d'ailleurs, les choses se recomposent. Il y a depuis, je pense, 2008-2009, en tout cas depuis la COP15, 2009 Copenhague, il y a une recomposition au niveau international et probablement aussi au niveau national du mouvement écologiste, aussi sur ces approches-là, réformistes versus plus ce que j'appellerais structurels, etc. Avec entre les deux peut-être les mouvements de transition, voilà. Mais il y a une difficulté quand même à être contre, il faut toujours être pour. Je pense que c'est important d'être pour, bien sûr, mais il faut ne pas perdre de vue qu'il faut aussi être contre. Parce que sinon, le pour, c'est très bien, pour d'autres manières de faire, d'autres manières de faire des médias, tout ce qui est alternatif. Mais à condition de l'articuler à du combat. Voilà. Et que du coup, on en parlait, on avait en fait un petit peu, je ne vous l'ai pas dit, commencer la discussion avec Joël dans la voiture. Et je ne sais pas où est Joël, il est par là, mais voilà. Oui, effectivement, ce qui domine, c'est une écologie punitive, moralisatrice, culpabilisatrice. C'est mal de manger des tomates en hiver, hein, quand même. Bon, voilà. Mais du coup, au détriment d'une écologie combative. Bon. J'en profite, puisque je vois Jade sur ce point-là. Enfin, je trouve que tu as fait un papier dans la revue du Triard sur Mediapart qui est très, très éclairant, dont le titre était, je crois, Pierre Rabhi, chantre de l'écologie inoffensive. Voilà. Bon, qui, je trouve, voilà, est, avec un point d'interrogation, mais important. Oui, j'imagine que... Enfin, en tout cas, moi, j'adhère pleinement au fait que, oui, voilà, je pense qu'il faut repolitiser l'écologie, repolitiser aussi la question du changement social, c'est-à-dire aussi réintroduire de la conflictualité dans tout ça. Et je pense que c'est tout à fait faisable. Voilà. Il y avait là-haut. Pas trop près de la bouche. Voilà. Merci beaucoup pour la qualité de l'intervention. J'aurai des questions, j'espère qu'ils vont devenir des remarques après les avoir soumises au public. La première, c'est une simple petite réflexion. Peut-être que pour essayer de remettre ensemble les écolos et les syndicalistes, il faudrait travailler ensemble sur la notion et la définition nouvelle qu'on devrait donner au terme de travail et de valeur. Voilà, ça c'est dit. Je voudrais revenir maintenant sur un médium qui est un médium qui n'est jamais abordé dans la plupart des conférences. Et à raison, puisque le public ici l'a oublié, que ce médium, il avait été utilisé par lui ou par elle pendant au moins 7 ans. Il avait non seulement été lu, mais appris quasiment par cœur à certaines occasions. C'est ce qu'on appelle un manuel scolaire. Et voilà. Pendant 7 ans, on apprend à un enfant, une ou un élève, les bienfaits de l'éco-citoyen. On l'apprend. Des fois, on l'explique, mais surtout, on l'apprend. Et du développement durable. Et en une demi-heure, on lui explique ce que c'est, on lui montre, en tout cas on lui dit ce que c'est que l'altermondialisme. Et donc chaque fois qu'on explique entre développement durable et altermondialisme à un élève ce que c'est que l'écologie politique, on a l'élève qui se transforme en âne de Buridan. D'un côté il a le développement durable, si je deviens éco-citoyen, j'ai pas de bagnole, je joue plus à la PlayStation, c'est pas possible, parce que souvent ils viennent de milieux populaires et donc non, parce qu'ils galèrent. Et quand on lui montre trop rapidement ce que c'est que l'altermondialisme, c'est non mais j'y comprends rien, je laisse tomber. Voilà. Et donc l'élève qui est futur citoyen devient âne de Buridan, il est coincé, il ne sait plus où il est et il meurt sur place. Voilà, merci.
Oui, je trouve que, alors, la question du travail, de la hiérarchie des valeurs, effectivement, je pense que c'est central. Hein, ça, c'est évident qu'il y a ça derrière qui pointe très vite et la question du temps, du rapport au temps aussi, du coup. Mais sur l'école, ouais, c'est-à-dire que souvent, en fait, pour sortir de cette croyance dans l'effet fort et puissant et homogène des médias sur ce que pensent ou font les individus, j'ai coutume de dire qu'il faut penser les médias comme une instance de socialisation parmi d'autres, et beaucoup moins efficace que les autres. Et dans ces instances de socialisation beaucoup plus efficaces que les médias, il y a évidemment l'école, école primaire, collège, lycée, parce que effectivement, ce qu'on apprend à l'école, souvent on essaye même de l'apprendre par cœur, etc. Et je crois que c'est assez rare des gens qui apprennent par cœur des articles de presse ou qui essayent de retenir par cœur des reportages qu'ils ont vus à la télévision. Bref. Donc les conditions en fait, de la transmission des messages, en situation en termes de sociologie de la communication, sont évidemment beaucoup plus fortes. Et puis le rapport qu'on a à l'instituteur, au prof, etc., de délégation d'autorité est beaucoup plus fort que le rapport qu'on a aux journalistes, voilà, qui en plus, tous vendus, etc. Bon, bref. Et donc, du coup, effectivement, c'est aussi une des raisons, c'est une façon de comprendre que les médias n'ont pas les effets qu'on prétend sur les opinions, quoi, parce que, en fait, il y a des instances de socialisation, l'école, la famille, les groupes de pairs, le lieu de travail aussi, sont des lieux qui sont beaucoup plus, où se façonnent beaucoup plus durablement des manières de penser, des manières des préférences politiques, des jugements. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, Sinon, il y a une personne là, mais bon. Juste, j'aime bien rebondir sur un mot que j'ai entendu que je ne connaissais pas, donc écocologiste. Par rapport au mot travail, justement, quand le monsieur en haut parlait de travail et valeur. Donc l'exemple, il a été cité pour le gaz de schiste, c'est-à-dire que si je m'amuse à ne pas vouloir de pollution, je suis accusé de supprimer du travail, au sens des emplois pour être payés. Par contre, je crée des richesses au sens, je garde un capital naturel immense et je ne parle pas... Par exemple, une population en bonne santé, c'est une catastrophe. Il y a 10% du PIB qui disparaît. Alors qu'on peut imaginer qu'on est peut-être plus riche en bonne santé, mais ce n'est pas dans les définitions standardisées. Donc je dis juste ça pour dire que je pense que les communistes, par exemple, au lieu d'exiger du travail, à mes yeux, au sens un emploi pour être esclave d'un de besoin d'argent, ferait peut-être beaucoup mieux d'exiger un revenu de base pour visualiser à leurs militants que le principal travail, c'est le travail médiatique. C'est comme ça qu'on canalisera pour obtenir des choses au service des populations. Alors, juste un truc, parce que quand même c'est énorme. Tous les gens qu'on a eu cet après-midi sur le gaz de schiste, évidemment que c'est du boulot de se mobiliser, de faire des assos, de militer, c'est du boulot, on travaille, on y passe du temps, on n'est pas payé, on n'est pas esclave, c'est tout, mais c'est du temps libre pour faire des choses utiles. Juste un petit détail, et c'est vraiment une parenthèse, les coûts cachés quand même des pollutions et du mode de développement actuel, ils sont quand même aujourd'hui de plus en plus pris en compte dans un certain nombre d'études. Donc voilà, moi je modulerai quand même ce que vous dites, même si je peux... Non, mais vous dites sur la santé, par exemple... Oui, enfin, en partie, oui, mais bon, c'est une autre discussion, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions et débats autour notamment du thème médiatisation environnement ou... Oui. Je ne pensais pas que ça serait autant centré sur le climat, mais voilà. Et finalement, il y a un mot qu'on n'a pas employé, c'est les rapports du GIEC. Donc du GIEC, c'est un groupe d'experts internationaux sur le climat. Et donc là, il y a eu, je ne sais plus à combien de rapports on est, mais on doit être à 5e, 6e rapport. 5e. Et au niveau du premier rapport, du premier et du deuxième, c'était assez difficile il y avait beaucoup d'hésitation de la part des scientifiques de mettre en cause les activités humaines et de faire le lien avec les changements climatiques.
Et puis à partir du 3e, 4e, ce lien était beaucoup plus mis en évidence. Pardon. Voilà. Et finalement, Jean Jouzel, là, qui était assez important au niveau de cette démarche-là, me disait ce groupe-là a compris comment aussi manipuler les médias. C'est-à-dire que c'était assez diffus comme message. Il y avait des changements au niveau du climat, il y avait de la température, il y avait des événements extrêmes et tout ça. Et finalement, ils ont utilisé ce qui est repris partout, c'est ce coup des 2 degrés. Du coup, il y a des comportements qui sont compatibles avec le fait de rester en dessous de 2 degrés d'augmentation de la température à l'échelle de 2100. Et puis il y avait des comportements qui étaient incompatibles, qui nous faisaient dépasser et qui nous faisaient aller à 3-4 degrés. Et finalement, les médias ont modifié le message. Et en retour, ce groupe d'experts a modifié son message. Et du coup, c'est devenu très, très réducteur. C'est-à-dire que tout est centré sur ce coup des 2 degrés. Et tout ce qu'on entend, c'est ça, c'est 2 degrés. Il y a des politiques. Et maintenant, la question se pose, et si on veut rester en dessous des 2 degrés, si on essayait de faire 1,5 degré, alors qu'on sait que pour l'instant ce qui est décidé est complètement incompatible avec ça. Et je voulais évoquer aussi cette facilité avec ce coup des 2 degrés. Il y a un groupe d'experts en ce moment qui est en train de se mettre en place sur la biodiversité et sur les services écosystémiques. Et alors là, le coup des degrés, on l'a pas. On ne peut pas dire il y a tant d'espèces qui vont disparaître ou il y a tant de services écosystémiques qui vont changer. On ne peut pas dire un chiffre. Ça serait impossible. Et donc forcément, on sait que le message il sera complexe, il sera pas facilement digéré par les médias et par le grand public. Cela étant, qui est la 6e vague d'extinction, il joue un peu ce rôle-là, c'est-à-dire quelque chose d'un peu de bascule. Oui, mais alors là, c'est carrément du catastrophisme. Ouais. Mais c'est la réalité. Hein. Mais voilà. Oui, merci beaucoup Jean-Baptiste de mettre des mots clairs sur une analyse qui n'est pas toujours facile à faire. Sur les choses cachées, la question du réchauffement climatique, ça continue à faire débat. Il y a les climato-sceptiques, pardon, pas trop près, oui. Donc je vais passer sur les climato-sceptiques parce que souvent les arguments sont assez faibles et assez menables, mais sur les choses cachées, on parle beaucoup de CO2, on parle peu des autres gaz à effet de serre, mais surtout on parle peu d'autres types de cycles, et je pense à celui du carbone, je pense à celui du carbone qui doit retourner dans la Terre, ça on en parle peu. Il y a une analyse qui avait été faite par Cocopelli à ce propos, l'association Cocopelli, qui disait en fait, c'est pas un problème de trop de carbone, c'est un problème de savoir de qu'est-ce qu'on fait de ce carbone, et là où on peut cacher des solutions, ça peut être, en fait, on ne parle pas du cycle du carbone tel qu'il a été depuis des millénaires, tel qu'il a été dans l'agriculture avant la révolution, entre guillemets, révolution verte, et qu'il y avait un cycle du carbone, et ce carbone retournait dans la terre, tous les végétaux retournaient à l'état de compost et retournaient dans la terre. Et ça, c'est une véritable chose qui est dissimulée quelque part, dont on ne parle pas. Parce qu'on va parler du CO2 dans l'atmosphère uniquement. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples dans ce que vous avez observé dans les journaux télé de ce genre de choses dont on ne parle pas. On continue à... Ouais, ok. Merci beaucoup aussi pour cet éclairage aussi sur ce paradoxe un peu social dont tu parlais, et notamment un petit peu la séparation entre classes populaires, enfin en tout cas l'isolement des classes populaires vis-à-vis des thématiques écologiques. Et je trouve qu'on retrouve dans les milieux de militants écologistes, tout comme dans la manière de traiter ces questions-là dans les médias, c'est quasi absent en fait. C'est-à-dire que là, l'autre jour, je couvrais une initiative qui s'appelait l'Odyssée du climat. C'est un groupe de voiliers qui a fait une sorte de mini-tour de la Méditerranée pour rejoindre la COP22
à Marrakech, et ils faisaient une escale à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. Et donc il y avait les assos, j'allais dire traditionnels, écologistes, et autour du mouvement écologiste. Et il se trouve qu'il y avait aussi un collectif de quartier qui s'appelle Pas sans nous, qui avait été, alors par contact individuel de quelques militants écologistes qui faisaient aussi partie de ce collectif-là. Ils étaient présents. Et moi, j'ai vraiment observé, ça faisait vraiment choc des civilisations, quoi. C'est-à-dire que j'ai entendu des discussions, j'ai assisté à des discussions entre des gens, j'avais l'impression qu'ils ne venaient pas du même pays. Ils se découvraient les uns les autres, ils ne parlaient pas le même langage. Et c'était... Moi, en tant que journaliste... Pardon ? Tu peux restituer un petit peu oui. les éléments ? Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a des gens du collectif de quartier qui racontaient leur expérience. Eux aussi, ils faisaient un tour de France à ce moment-là. Donc, alors, le tour de la Méditerranée, eux, ils faisaient un tour de France pour porter la parole des habitants des quartiers dits difficiles, sensibles, tout ce qu'on veut. Donc, créer des liens entre ces différents collectifs. Et là, il se trouve qu'ils avaient été conviés à cette journée-là sur le port de la Seine-sur-Mer. Et donc, ils racontaient ça aux militants écologistes qui étaient présents et qui menaient ce tour de Méditerranée. Et les yeux étaient grands écarquillés. Et vraiment, et à l'inverse, les gens de ce collectif Pas sans nous, j'ai discuté avec certains d'entre eux qui me disaient moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça. Voilà, Attaque, j'ai jamais entendu parler, etc. Enfin, et les autres associations qui étaient là. Et c'est assez frappant. Et je trouve que dans les médias dits alternatifs, écologistes et tout ça, on parle très peu en fait de ces problématiques-là, alors qu'à mon sens, elles sont centrales et indispensables. Enfin, c'est là un énorme nœud du problème. Et c'est assez difficile de mettre ça en lumière et de l'apporter aussi dans le discours médiatique, quoi. Tu n'as pas entendu de discours de cette association sur le climat? Ils n'en disaient rien? Disons que si, bien sûr, ils se sentaient... Ils disaient oui, c'est intéressant. Effectivement, moi, je n'avais pas trop entendu parler de ces mouvements, en tout cas. Des mouvements, ils disaient pas, j'ai pas jamais entendu parler de l'écologie, etc. Mais ils disaient, les mouvements qui étaient là en présence, ils n'avaient pas de lien avec eux et ils les connaissaient pas vraiment, quoi. Mais par contre, ils disaient oui, c'est intéressant. On parle de convergence des luttes, et eux aussi d'ailleurs, hein, ils sont aussi dans ce discours de convergence des luttes. Et tout le monde était, enfin, en tout cas, les personnes du collectif de quartier Pas sans nous étaient d'accord pour dire que même si on ne vient pas du même monde, ils le disaient très clairement, voilà, on n'est clairement pas on vient pas du même milieu culturel, social, tout ça, économique. Mais la convergence des luttes, elle passe aussi par des moments comme ça où on se découvre, on est un peu, on n'est pas toujours à l'aise parce qu'on ne parle pas la même langue et on n'a pas les mêmes ressources à la base. Mais c'est des petits contacts comme ça qui font qu'il y a des choses qui se créent et qui éventuellement se poursuivent. Après, c'est vraiment pas évident et c'est vraiment par petites touches. À Marseille, il y a quelques manifestations là, de contacts de ce genre-là, mais qui sont vraiment pas fréquents, quoi. Donc alors bon, sur la dernière intervention, rien à rajouter, je suis d'accord. Je pense qu'il faut démultiplier ces initiatives-là, tout en étant lucide, quoi, et réaliste. C'est compliqué, dans les conditions actuelles, mais bon, il faut œuvrer à ça. Et essayer le plus possible effectivement de créer ces alliances-là, ces rencontres. Je pense que c'est vraiment fondamental. Enfin, mais du coup, pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit sur le GIEC, non, avant de revenir sur le GIEC, parce qu'il y a aussi eu la dame là, qui a parlé qui disait que ça l'a touché personnellement, le fait de parler aux classes populaires, faire d'écologie aux classes populaires, dans votre famille, etc. Je pense que c'est important de le faire aussi pour réaliser, et c'est en faisant ça qu'on se rend compte que l'écologie telle qu'on la parle, elle est quand même bien située socialement, hein, que ça parle, voilà, et que donc il faut continuer à le faire, mais et surtout en fait c'est leur parler d'écologie, mais surtout les faire parler d'écologie, leur permettre de leur donner l'espace pour parler, c'est-à-dire que
crois que c'est ça qui est important aussi, quoi, les écouter, parce qu'ils ont des choses à dire. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai fait des entretiens, et j'en ai fait un certain nombre en milieu populaire sur l'écologie, les gens, ils ont plein de choses à dire, ils sont inquiets, ils sont intéressés, ils connaissent plein de trucs. Simplement, ils le disent en d'autres termes, et puis ils le disent dans des conditions qu'il faut créer, effectivement, pour créer de la confiance dans la parole, etc. Donc, leur parler, mais aussi les faire parler, je pense que c'est important. Et puis discuter du fait que, alors il y a quelque chose qui est connu, c'est que, ça tout le monde le sait, c'est que les premières victimes des nuisances environnementales, des pollutions, c'est quand même les classes populaires. C'est vrai au niveau international, on le voit bien, c'est aussi vrai au niveau des nations, c'est bien étayé, mais aussi dire que, à l'inverse, ceux qui contribuent le moins au problème, c'est aussi les classes populaires, quoi. Donc du coup, elles ont peut-être quelque chose à gagner là-dedans, quoi. Et ça peut aussi être une façon de les mobiliser, je ne sais pas. Bon, voilà. Juste pour finir sur le GIEC et sur le test qui n'a pas été dit rapidement, enfin un test qui n'est pas dit dans les médias sur le climat. Sur le GIEC, alors je vais faire juste aussi référence, un peu de pub encore, mais on a écrit une tribune cette semaine avec des collègues sociologues, économistes dans Le Monde Économie sur en gros l'accord de Paris et l'élection de Trump. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les logiques que j'ai montrées dans le bouquin au niveau de la France se déclinent un peu différemment, mais fonctionnent de plus en plus aussi au niveau international et des négociations diplomatiques. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de prophétie autoréalisatrice. L'accord de Paris fonctionne beaucoup au consensus, au fait qu'il faut envoyer des signaux forts, il faut tenir un discours positif, encourageant, et que mécaniquement, les acteurs dans cette logique bottom-up vont s'y mettre, quoi. Ce qui, du coup, ce qui nous a poussé aussi à faire cette tribune, c'est que, en fait, on a été heurté par la réaction de pas mal de militants du climat ou de responsables politiques sur les questions climatiques qui disaient, il y a eu des tribunes dans l'IB, etc., qui disaient non, mais l'élection de Trump, c'est pas très grave pour le climat, il ne pourra pas faire grand-chose, il ne pourra pas sortir. Parce qu'en fait, on se rend compte que ces gens-là, qui sont un peu ce qu'on appelle des climate junkies, c'est-à-dire c'est les gens qui sont à toutes les COP, toutes les négos, ils se connaissent et ils sont addicts à ça. En fait, ils sont rentrés, alors pas tous, mais la grande majorité, rentrés dans une espèce d'auto-persuasion qu'il faut tenir absolument des discours très positifs, très consensuels, très encourageants pour encourager, pour que ce soit performatif, prophétie autoréalisatrice, quoi. Sauf que du coup, ils ne voient plus trop les réalités en face, quoi. Et qu'ils sont dans un récit très enchanteur, mais aussi dangereusement trompeur, parce que du coup, ça les amène à dire que Trump, le fait qu'il est nommé à la tête de l'agence de l'environnement américaine, l'ancien lobbyiste Detson, qui a été un des climato-sceptiques les plus nuisibles, etc., c'est pas un problème apparemment, quoi. Bon. Donc on voit que même je pense qu'ils en sont revenus, mais le lendemain de l'élection, il y avait Pascal Canfin, par exemple, qui disait non, il ne faut pas trop s'inquiéter de l'élection de Trump pour l'accord de climat. Bien sûr, il faut s'inquiéter, évidemment. Bon. Donc ça c'était réaction par rapport à ça. Et puis tout le récit qu'il y a eu sur la COP 21, qui a été présenté comme la COP des solutions, la COP où on allait transformer les sociétés. Ça y est, fini les sociétés carbonées, c'était les sociétés post-carbone, les économies décarbonées. Alors du coup, moi je me suis dit, tiens, il va y avoir de la politisation là, s'il faut transformer les sociétés. Sauf que je me suis aperçu qu'en fait, tout ce discours il faut transformer les sociétés n'avait aucun problème pour mettre de côté, pour faire l'économie d'un discours sur les transformations sociales, transformation des structures sociales. Donc on a vu apparaître un consensus sur on va transformer les sociétés sans transformation sociale. Transformation par le marché, par la technologie, par l'industrie, etc. Et dernier point pour finir sur le test, des choses dont on parle peu du tout sur le climat, dont on parle toujours finalement assez peu, même si on en parle un petit peu plus, c'est toute la question de l'adaptation au changement climatique, par exemple. On parle assez peu, et en tout cas jusqu'à peu de temps, on parlait très peu d'adaptation au changement climatique, parce que parler d'adaptation au changement climatique, c'est reterritorialiser le problème, et ce qui est une façon aussi de le repolitiser, quoi, parce que du coup, les questions d'adaptation, c'est rarement les individus qui peuvent agir pour s'adapter, même s'il y a eu tout ce discours qui a été porté par les assurances, etc., par les assureurs, qui sont quand même aussi très, très importants. Donc adaptation au changement climatique, on en parle peu. Et puis dernier point, je terminerai là-dessus. Il y a, je pense que c'est important de le dire, peut-être de le discuter, mais ce qui est révélateur aussi de cette obsession de la sensibilisation, c'est l'expression et le succès, le poids de l'expression réchauffement climatique. En fait, ce que m'ont expliqué des gens comme Jean Jouzel, qui était d'ailleurs dans mon jury de thèse, et d'autres climatologues, c'est que le réchauffement climatique n'existe pas. Il n'existe que des dérèglements climatiques au pluriel. Parce que parler de réchauffement climatique, c'est commettre deux
approximations scientifiques. C'est d'une part mettre en avant le fait qu'il y aurait un climat global. Alors c'est possible en climatologie de parler d'un climat global, mais ça fait controverse. Et en fait, beaucoup préfèrent dire qu'il y a des climats et que l'effet de serre artificiel aura des effets variés, différenciés selon les climats, quoi. Le climat comme la moyenne du temps qu'il fait à une échelle donnée sur 30 ans. Bon. Donc il y a des climats, puis on l'apprend, pour le coup, ça on l'apprend à l'école, il y a les climats tempérés, les climats tropicaux, etc. Donc il y a des climats, il y aura des dérèglements climatiques. Et le réchauffement climatique, deuxième approximation, c'est que ça résume le climat à une affaire de température. Or, alors on a vu que ça permet de faire du chaud-froid, ça monte, ça descend, enfin, en termes de communication c'est très pratique, sauf que les climats c'est aussi le régime des vents, c'est aussi le régime des pluies, c'est tout ça, et c'est tout ça qui va changer, on le sait. Et du coup, si on parlait de réchauffement climatique, et ceux-là même qui m'expliquaient que le réchauffement climatique c'était approximatif, dès qu'ils étaient dans les médias, parlaient de réchauffement climatique. Et moi-même, des fois, je me laisse aller à parler de réchauffement climatique. J'essaye quand même de toujours parler de dérèglement climatique au pluriel, des dérèglements des climats. Voilà. Et dans le bouquin, j'ai fait un effort d'écriture là-dessus aussi, de vraiment toujours pluraliser, etc., parce que ça me paraît important. Mais au départ, c'était non, mais réchauffement climatique, c'est plus simple, les gens vont mieux comprendre. Voilà. Sauf que les gens, en fait, ils se sont aperçus que des fois, il faisait plus chaud, mais des fois aussi, il faisait plus froid. Et du coup, c'était de façon de dire oui, on parle de réchauffement climatique, mais voilà, mais non, mais en fait c'est plus compliqué. Et les gens ils font ah bah oui, ah d'accord. Puis en fait ils sont tout à fait capables de comprendre. Les gens, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour ça, pour comprendre ça. Puis les gens ils le voient bien en plus. Donc, mais du coup voilà, il y avait un peu cette côté un peu misérabiliste de les gens vont pas comprendre, c'est des idiots culturels, donc on va leur faire un truc simple. Mais du coup ça pouvait être aussi contre-productif d'un point de vue de la communication. Voilà. Je vais juste vous redonner la parole. Je m'inscris un peu en faux sur ce que tu dis sur l'adaptation et je rajouterai l'atténuation, parce que c'est quand même deux thèmes sur lesquels ces dernières années il y a eu beaucoup d'articles et de traitements, de sujets autour de ça, et qui rejoignent d'une certaine manière d'ailleurs ce que tu critiques sur cette approche un peu, entre guillemets, consumériste, etc., parce que précisément, approcher la question des changements climatiques par ce phénomène d'adaptation et de poser la question quel type d'adaptation ou avant quel type d'atténuation, ça pose évidemment la question de nos modèles de consommation notamment. Donc voilà, moi je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Il y a deux personnes là-haut, on va leur donner en même temps et après on va arrêter. Non, c'était simplement, je voulais vous demander vos références, parce que tout à l'heure, vous nous aviez peur de trop vous appesantir. Vos références pour dire que beaucoup de personnes populaires polluent moins que quelques élites qui ont les moyens de polluer beaucoup. Et vous n'avez pas voulu vous appesantir, donc ça m'intéresserait. Merci. Moi, je voulais juste dire, c'est un peu sous forme de boutade, mais je ne suis pas du tout négationniste du réchauffement climatique, bien au contraire. Mais je trouve que dans les médias en général, dans les médias qu'on voit, les médias qu'on dit dominants, les médias indépendants, on a tendance à toujours vouloir justifier scientifiquement le besoin de changer aujourd'hui de mode de vie, de mode de rapport au travail, de mode... Enfin voilà, on justifie toujours par des arguments scientifiques notre désir d'une autre société. Et moi, j'ai un peu envie de dire que, avec ou sans dérèglement climatique au pluriel ou au singulier, j'aimerais qu'on change de société tous ensemble et qu'on n'a pas forcément besoin d'être toujours au fait des dernières données scientifiques pour s'exprimer et vivre aussi un peu la radicalité, la spontanéité des propos écolos qui font du bien parfois aussi dans notre société un peu trop, qui quantifie tout, qui justifie tout. Voilà. Alors, moi j'appellerais simplement à ce que vous soyez un petit peu moins sévère envers Pierre Rabhi et le mouvement Le Colibri, parce que tout simplement, on a toujours l'image de ce truc-là, Pierre Rabhi, tout ça,
Sauf que sur le terrain, les colibris, eh bien, ils organisent des choses. Moi, personnellement, j'ai organisé pendant un temps des conférences dans un lieu populaire, c'est-à-dire qui n'était pas un lieu comme ici où il y a des gens concernés qui viennent, mais dans un lieu où il y avait d'autres gens que les gens qui ont l'habitude de venir à des rencontres comme celle-là. Et puis, j'ajouterai deux choses, c'est que, les colibris relient par l'intermédiaire des réseaux sociaux les informations qui peuvent venir de reporters ou d'autres sites d'information comme ça. Donc, ils ont aussi leur utilité. Et pour finir, moi, je suis parti des colibris parce que, bon, j'en avais fait le tour. Et là, je suis en train de travailler sur la création d'un jardin partagé dans un quartier populaire. Je ne suis pas sûr que si je n'étais pas passé par les colibris, j'aurais eu l'idée de faire ça. Voilà. Alors, bon, pour les références, à moins que ça intéresse tout le monde, je peux vous les donner après un parti, mais c'est bon, des données INSEE et des données d'un groupe de travail qui s'est fédéré autour de l'IDRI, l'Institut du développement durable des relations internationales à Sciences Po Paris, qui était je vais vous retrouver ça, je donne le nom, mais très rapidement, le club des cahiers de la prospective, les cahiers du club de la prospective, cahier du club d'ingénierie prospective énergie environnement, où il y avait une dizaine d'experts, sociologues, statisticiens, etc. Aussi de l'INSEE, ils ont travaillé à l'INSEE, qui ont produit des données, voilà, c'est parmi les sources, quoi. Oui, c'est des données accessibles en ligne, etc. Bon. Juste pour finir sur la critique au colibri, bon, merci de votre intervention. Je pense qu'il faut cultiver le désaccord tout en ayant conscience qu'on est quand même d'accord sur l'essentiel. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il faut aussi être dans le désaccord et dans le conflit, etc. Et que voilà, le colibri, c'est une organisation importante et je ne doute pas qu'il y a des gens très bien, etc. au sein des colibris. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être, qui moi m'interrogent, parfois m'inquiètent, en tout cas des fois m'agacent, et puis des choses que je trouve bien. Voilà, j'ai pas d'avis complètement univoque. Et sur ce que vous disiez, en fait, très probablement, voilà, votre expérience est un exemple de choses chouettes, et importantes, politiquement, qui peuvent déboucher d'un passage au colibri. Le fait d'avoir cette initiative de faire un jardin partagé dans les quartiers populaires. Mais je pense que pour comprendre ce qui vous a amené à ça, il faudrait certainement aussi creuser un peu votre histoire politique, votre histoire sociale, familiale, etc. Et peut-être que là, on trouverait aussi des éléments qui, doublés de cette expérience au colibri, expliquent que vous entreprenez cette chouette initiative. Et on pourrait rajouter que, voilà, Pierre Rabhi, on peut lui être aussi redevable d'avoir, je pense, éclairé en son temps, voilà, il y a quelques années, pas mal de monde en agriculture, et il n'a pas été inutile. Il y a des limites. Il y a aussi du dérapage, hein, disons les choses quand même. Hein. Parce que moi j'ai entendu un entretien récent qui m'a énormément choqué, limite antisémite, homophobe. Donc voilà, ça se dit aussi. Mais ça n'enlève pas le reste, ça n'enlève pas l'histoire. Les gens sont complexes. Merci en tout cas à Jean-Baptiste Comby. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous à 20h30. On peut donc se restaurer, prendre un coup à gauche en sortant. Et voilà. Et il y a la librairie, les journaux. Voilà. Merci.